m'ont fait Attends. pipi, Si, c'est bon. Oui. pipi dans la bouche et kiki dans les fesses. D'accord. Et aussi du saut en parachute. D'accord. Et aussi Ils t'ont pas fait des choses sur ton corps, la peau? ils m'ont opéré sans dormir et aussi me mettre de la crème sur la peau. D'accord. Mhm. Du Parce coup, que si je découvre ce qu'est l'image, et je dois refaire cette image. Oui, et j'ai mal à la peau, ouais. Et j'ai des taches blanches sur la peau. tes grosses plaques blanches, là, c'est dû à quoi? C'est dû à tout ce qui me fait de mal. D'accord. Est-ce que tu veux expliquer ou non? Je veux expliquer. Vas-y. Et à la peau, il m'est cassé une fenêtre et ils m'ont jeté sur un mur. D'accord. Donc ils t'ont jeté vraiment violemment. Vraiment violemment. Ok. Premier jury. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Et des mots. Des mots. Des mauvais trucs. Faire réciter l'alphabet d'envers et me fait très mal. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils t'ont fait alors? Ils m'ont fait partir dans tous les sens. Ok. Ou c'est vraiment ce que j'ai pu dire. Et j'ai fait des expériences avec les extraterrestres. Est-ce que c'était des vrais extraterrestres, l'expérience? C'est des vrais extraterrestres. Vous pensiez que c'était des faux. Mais ce sont des vrais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, Maurice, qui t'a fait ça? Oui. Vas-y. L'autre, mon père. D'accord. Et ils étaient tout seuls? Non, il n'était pas tout seul. D'accord. Donc c'était tout un ensemble de groupe en fait. Oui, c'était tout un ensemble. Est-ce que tu étais tout seul ou tu avais des autres enfants à côté de toi? Parfois, j'étais seule. Waouh! D'accord. Et d'autres moments, tu n'étais pas tout seul? Un autre moment, oui. Oui. J'étais pas tout seule. Je veux sauver les autres enfants et sauver l'amour. Qu'il faut croire en mon histoire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin, merci de regarder cette vidéo, merci à vous d'être fidèles sur Force Pingouin et d'être si nombreux à nous regarder. Aujourd'hui, petite vidéo très particulière, c'est la suite du documentaire qui est fait. On est sur une affaire très spéciale, sur également deux témoins en même temps, qui n'ont rien à voir bien sûr, et on va tout de suite avoir Séverine, donc merci Séverine d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux nous parler de toi et puis après on va parler de l'affaire? Très bien, oui. Alors je m'appelle Séverine, j'ai 41 ans. Je suis aujourd'hui la maman d'un petit garçon de 5 ans et demi. Et je viens vous présenter l'inacceptable de ce qu'une mère est obligée d'accepter aujourd'hui ou de vivre pour pouvoir mettre son enfant en sécurité. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux parler de cette affaire de tout ça pour vraiment aller à l'essentiel? Qu'est-ce qu'il y a eu avec ton enfant? Comment tu as géré le truc? Voilà. Très bien, je vais essayer. Ouais. Non, mieux. À en octobre dernier, après s'être replié sur lui-même et avoir pris des tonnes de peluches pour aller dormir chaque soir alors qu'il ne le faisait jamais, et à se mettre à vomir jour après jour depuis déjà quelques jours,
sans tableau médical particulier, sans avoir, je dirais, de fièvre ou un mal de ventre spécifique, en tout cas qui ne me témoignait pas, lorsque je lui posais la question, m'a révélé en fait que j'avais des choses à comprendre et qui vomissait le pipi que papa lui avait fait dans sa bouche et celui de beaucoup d'autres monsieur. Et ça a été le début de ce qu'on appelle l'aurore dans l'aurore. Voilà. Oui. Euh, Le sur-aurore regroupé, un peu comme une organisation déjà faite. Tout à fait aussi. Mm. Sur des découvertes post-révélation et à travers les premiers dires d'Amoris, il était évident qu'il y avait quand même, je dirais, du viol collectif organisé, référencé aussi par une nomenclature qu'Amoris verbalisait, et puis sous des habitudes de rituels qu'il témoignait aussi par le verbal, mais aussi par des gestuels. Et, voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que, parce que là on parle d'Amoris, mais est-ce que toi-même tu as eu ça? Il est difficile pour moi aujourd'hui d'en être totalement catégoriquement certaine. Ok. Amoris se rappelle à travers les différents traumatismes qui sont les siens et au réveil à chaque fois de certains souvenirs, avoir été lui-même dans l'obligation en fait, au regard, je dirais, d'une certaine terreur qu'on avait sur lui, sur une pression liée à la peur et à la terreur, quand on formalisait auprès de lui, d'être obligé de regarder les sévices qui étaient faites sur moi, à mon encontre, en étant drogué, comme il l'expliquait très bien, avec des injections par piqûre. Donc il a participé et était obligé d'être le spectateur des viols commis sur moi et d'autres tortures diverses, qui ont été les mêmes que les siennes, et qu'il se doit aujourd'hui d'aborder, d'affronter, en même temps que de me les expliquer. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire quel groupe fait ça? Alors au départ, je dirais qu'il y a peut-être certainement une perversité et une vicissitude de l'homme liée au papa, d'accord, au géniteur, qui divise en fait en 3 temps ces instants de torture et de viol, et de sévices autres, qu'ils soient corporels, émotionnels, psychologiques, sur Amoris ou sur moi. En l'occurrence, il y a l'individuel, le papa tout seul avec l'enfant, où Maurice décrivait par des gestes de masturbation, ce que son papa lui demandait de faire à son kiki, d'avoir fait des choses en échange avec ses chiens, d'avoir fait caca sur Maurice et lui avoir demandé de manger ses propres excréments, et de le voir lui aussi manger les excréments de son fils, et je passe bien d'autres tortures que je ne peux pas expliquer là, parce qu'il y en a bien trop, et puis elles sont inentendables et indicibles. Il y a un second temps, un fameux temps où Maurice parle de l'armée, qui parle d'un lieu qui s'appelle le Mont Verdun, voilà, qui se trouve pas très loin du Beaujolais, près de Lyon, qui est une base militaire assez reconnue aujourd'hui, où il a subi diverses expériences, dont il en a aujourd'hui la séquelle la plus grave après le traumatisme, qui est le sien, et les divers traumatismes de phobie et les traumatismes physiques et émotionnels. C'est celle d'une maladie qui aujourd'hui l'handicape d'autant plus et le rend incapable d'avoir une vie normale. C'est évident que de toute façon, à travers ce vécu-là, on ne peut plus prétendre avoir une vie normale, ni même l'espérer pour son enfant. Mais Maurice est du coup aujourd'hui, et depuis l'âge de 2 ans et demi, diagnostiqué électrochimiosensible. Il est dans l'incapacité, de par une odeur, de par une lumière, de par des ondes, de supporter une quelconque matière sur la peau. Donc Maurice passe son temps dénudé lorsqu'il fait froid et qu'à la maison on se blottit sous des couvertures ou qu'on met un pull et qu'on lui met le chauffage, et ben Maurice lui doit juste se contenter de son caleçon. Sa souffrance est telle que sa peau en fait amplifie des brûlures internes et des notions électriques très violentes. Et aujourd'hui on sait que cette maladie a été totalement induite par rapport aux tortures diverses qui ont été les siennes, faites sur lui, notamment par des machines de radiation au Mont Verdun, par des procédés aussi d'essais de vaccination sur lui, mais aussi et surtout des électrochocs extrêmement violents, et il a été aussi la victime de nombreuses agressions par taser, jusque des tasers mis à proximité de la langue. Donc quand on connaît aujourd'hui la potentialité de ces appareils
d'avoir un voltage extrêmement puissant. Mhm. On s'imagine bien que si l'armée est dotée de ce genre de matériel, il est certainement encore plus puissant. Et ce que ça a pu faire au détriment d'un système nerveux, d'un système corporel, organique chez un enfant de cet âge-là. Oui, et puis en plus, on dit souvent que l'armée a des moyens plus avancés au niveau technologie. Donc là, faire des coups de taser, là en plus le taser vient de se révéler au public, Tout à fait. c'est quand même extravagant, c'est horrible. Et en plus de ça, c'est qu'un début, d'après ce que c'est en fait. J'ignore quand a commencé ce genre de pratique au sein de l'armée ou au sein de certains groupes, parce qu'il y a aussi une notion de rituel. Il y a des notions d'argent mis sur des tables, d'hommes qui prennent de la drogue ou qui la distribuent ou qui la donnent dans ces moments-là. Il y a de l'hypnose, énormément d'hypnose, des systèmes de lavage de cerveau qui sont orchestrés sur les victimes pour qu'elles oublient. Maurice a cette capacité dans ses retours traumatiques de pouvoir les verbaliser avec une profonde exactitude parce qu'il a ces moyens-là depuis très petit de pouvoir s'exprimer comme un adulte avec, je dirais, un vocabulaire assez puissamment explicite. Donc du coup, il a pu retenir aussi des mots, des choses qu'il a entendues, des choses qu'il aurait pu peut-être même lui être expliquées, pour lui demander peut-être à lui, prochainement ou plus tard, de pouvoir s'en servir aussi, je l'ignore. Je ne sais pas jusqu'où est allée cette supercherie, cet immondisme en fait, véritablement. Par contre, je sais que c'est pour en avoir fait des recherches, pour comprendre mieux et accompagner mieux Maurice dans sa réparation, d'avoir fait des recherches, de m'être rapprochée de victimes qui avaient vécu la même chose, que c'est un procédé aujourd'hui qui existe depuis fort longtemps et qui a pour but de contrôler mentalement certains sujets. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire de manière commune dans la masse. C'est peut-être pas une orientation liée à la masse, mais de toute façon, on sent et on ressent aujourd'hui un manque de justice profond envers le peuple, envers les hommes et les femmes que l'on est. On nous aliène totalement de nos droits, ces idées de vaccination qui arrivent, etc. Je ne suis pas là pour faire de la politique, hein, mais finalement ça révèle tout un système de contrôle sur l'être humain, qu'on soit assujetti ou non à ces gravités-là, qui ont été celles de mon enfant et peut-être des miennes, et de beaucoup d'autres, en France il faut le savoir, mais aussi à l'étranger. Cette pédophilie, cette criminalité autour de l'enfant, il faut qu'aujourd'hui ça cesse, qu'elle cesse en France, qu'on ait un pays où on avait cette liberté de choisir qui pouvait nous diriger, cette liberté de se dire qu'on pouvait être des hommes et des femmes libres de penser, libres d'apporter ce qu'il y avait de meilleur pour nos enfants. Et bien aujourd'hui on n'a plus cette liberté-là de rien. Et je ne comprends pas qu'une institution aussi puissamment dangereuse, une institution dont on laisse le libre cours d'exister, puisse encore être en France, mais dans d'autres pays aussi évidemment, mais on n'est pas la Corée du Nord, on n'est pas un pays sous-développé, on est la France. La France s'appelle la France pour qu'on soit des gens francs, des gens honnêtes, pour qu'on ait la possibilité de révéler certaines vérités. Et aujourd'hui, tu me le permets, aujourd'hui, de révéler cette vérité-là. Et il n'y a pas que celle-ci dans cette gravité-là, criminalité, pédophilie, etc. C'est qu'en fait, tout cela sert à une certaine élite. Et au nom de quoi ces gens ont la capacité de violer ou de torturer nos enfants? Pardon. Oui. Et La seule motivation d'Maurice aujourd'hui, c'est qu'on sauve l'amour et qu'on sauve les autres enfants. c'est très important. Et il le faut, c'est impératif. C'est pas c'est pas un cas isolé ce que Séverine nous raconte. Il y a plein de gens qui sont encore comme ça. C'est vraiment, il faut que la justice soit faite. Il faut persévérer dans le combat. Et c'est très important ça. Puis je voudrais souligner que je m'excuse auprès des gens qui nous regardent d'avoir cette émotion-là, mais qui est celle d'une mère, d'une femme. Je suis pas venue pleurer mon histoire. Je suis venue alerter un peuple
Je suis venue alerter des femmes qui ont la responsabilité d'être de vraies mères, des mères protectrices, des mères qui doivent s'indigner devant ces horreurs. Je voudrais simplement faire un appel à chacun d'entre vous, de vous réveiller pour qu'en France et ailleurs, aucune disparition d'enfance, ni aucun trafic d'enfants ne puisse servir à ces horreurs. Que notre liberté à nous soit celle de choisir, qu'on puisse offrir un monde meilleur à nos enfants. Et si on les a fait par amour, et on se doit de sauver cet amour. Que ces hommes-là ou ces femmes-là salissent, juste pour une notion de supériorité ou de pouvoir. Et qu'il est temps que chacun entende que ces horreurs-là n'existent pas qu'à côté de nous, ou qu'une fois de temps en temps, à travers une affaire d'Outrou ou l'Arche de Zoé, tout ça existe chaque jour, impunément, derrière nos fenêtres, dans nos villages, dans des familles qui se taisent ou qui se terrent dans le silence parce qu'elles ont peur. Et tout ça, ça sert un système. Et nos enfants ne sont pas là, on n'a pas livré la vie pour que nos enfants soient à la merci de quelque chose qui va les faire mourir. Voilà. Et j'en appelle à vos cœurs de se réveiller et de refuser aujourd'hui que nos enfants vivent ça et que nous, en tant que parents, en tant que futurs grands-parents, ou vous en tant que grands-parents, vous ne puissiez pas accepter d'être venus sur Terre pour que nos enfants meurent de violences sexuelles. Voilà. Et c'est très important parce que, d'autant plus que j'ai un ami qui a le même cas, sauf que c'est un placement abusif, carrément, mais qui a vraiment le même cas, et en plus de ça, la justice ne prend pas part en sa faveur, mais prend part en la faveur des aides sociales qui veulent éloigner les enfants de leurs parents, etc. Donc c'est pour les remettre aux parents incestueux. Et voilà, pour les remettre aux parents, voire des réseaux. Parce que tu sais, on y vient, Nicolas, quand tu me demandes quelle est cette histoire, quelle est notre histoire avec Amaury, et celle de beaucoup d'autres, hein, d'autres mères, d'autres enfants, c'est de dire que jusqu'alors, on a fait face, je dirais, à des services sociaux qui ont démontré une seule et unique volonté. Pas celle de nous aider, ni même encore moins d'apporter des solutions face à l'électrochimiosensibilité d'Amaury, qui est simplement déjà rien que dans l'organisation tous les jours une grande difficulté pour lui, pour moi. Amaury ne peut pas aller à l'école correctement comme les autres enfants. Parfois, il arrive à prendre sur lui pour pouvoir s'habiller 2 heures uniquement dans la journée, ce qui va lui permettre de pouvoir avoir une sortie, qu'elle soit éducative ou à travers le plaisir. On réorganise complètement, moi personnellement, mais Amaury aussi, parce qu'on n'en a pas le choix, mais on réorganise totalement notre vie quotidienne autour de cette souffrance et de cette maladie induite, et je aussi signalise bien le fait que ce soit induit de tout ce qu'on lui a fait subir. Et dans cette réorganisation, Amaury n'a pas le droit à une vie comme les autres. Mais de quel droit? De quel droit on parle en fait? Comment on peut parler de droit des hommes et qu'on soit tous égaux en droit si nos propres enfants n'ont aucun droit face à leur propre souffrance et face à ce qu'on leur demande de subir? Comment peut-on parler de droit? Je suis désolée. Vas-y. C'est normal. normal. Et d'ailleurs, c'est totalement incohérent. En plus d'être dans un pays des droits de l'homme, vous vous rendez compte un peu de la gravité? C'est extrêmement grave ce qui arrive aujourd'hui. Je le révèle d'ailleurs à travers ce documentaire, excusez-moi, mais c'est pas anodin. Il faut en prendre la conscience. C'est pas anodin ce qui est raconté là. C'est malheureusement, on pourrait dire ça, mais c'est quasiment courant. C'est un problème. Et je viens vraiment expliquer dans ce commentaire, dans ce documentaire, et appuyer vraiment dans le sens où il faut que les gens se réveillent. Et plus que les gens vont se réveiller, plus que la justice va paniquer et va fléchir. Et vous aurez votre gain de droit et vous aurez tout ce qui vous appartient de droit, de facilité et tout ce que vous aurez à faire. Voilà. Ouais, vas-y. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème, écoute, c'est normal. Et donc du coup, juste avant, je vais revenir Bien sur... sûr. Je vais revenir à ce que tu as dit parce que c'est vraiment marrant.
tout ce que tu m'as raconté pour le contrôle psychique, les drogues et tout, ça me rappelle une organisation qui s'appelle Daesh en fait, et qui a le même procédé en fait. On drogue, on hypnose les gars, ils ont des programmes et puis ils ont juste à passer à l'acte en fait. Et voilà. Et en fait c'est pas Daesh là, c'est l'armée qu'on parle. C'est un vrai problème. C'est un problème d'autant plus affiché dans l'actualité hein, parce que il y a plusieurs généraux qui ont démissionné, pas que à cause de ça, mais aussi d'autres choses également. Donc un véritable problème dans le pays. Quand tu parles de Daesh et puis d'une notion de programmation, il y a tellement toute une industrie derrière ça. Enfin, on le comprend après explication, après l'évaluation des traumatismes, après l'accompagnement de ce que l'enfant a révélé. Il y a quand même toute une institution derrière. Il y a des films de pornographie infantile qui ont été faits. Maurice a participé à ce genre de films. Il y a aussi tout un réseau de drogue. C'est plus un isolement unique, une confrérie, un regroupement, un papa chez lui. Là, on a une institution. Et la France autorise ça, ou alors elle mène tout ça de front. Et c'est là où c'est encore plus grave. Parce que où se cache la vérité? Elle est où, cette vérité-là? Quand nous, on vit cette vérité dans l'expérience, dans la violence physique de l'enfant, dans ce qu'il vit et dans ce qu'on est obligé d'accompagner, on se demande, quand on est sûr de cette vérité-là, parce qu'elle est vérifiée, parce qu'il y a des expertises médicales, et puis parce que mon enfant n'a jamais menti, même pour prendre un bonbon, il n'a jamais filouté un seul instant. Et en lui, je crois, et en cette vérité-là qui m'exprime, il ne l'a pas entendu ailleurs, ni de moi-même, ni de mon entourage. Donc il l'exprime dans sa propre vérité, avec des mots justes, avec des circonstances cohérentes. Donc on se dit, mais jusqu'où va la vérité de cet enfant? Parce qu'elle est là uniquement pour lui, mais pour d'autres enfants, parce qu'il dit bien qu'il n'a pas été tout seul parfois. Non. Mais alors, cette institution-là, est-elle uniquement organisée autour de chez nous, ou elle est vraiment française? Voire mondial aussi. Voilà, exactement. Exact. Tout à fait. Et d'ailleurs, à propos de ce sujet, pour faire annexe, j'ai publié sur mon site annexe roundupalphafrance.wordpress.com des affaires, notamment l'affaire Dutroux, qui est l'affaire aussi Arche de Zoé, et je prépare aussi également l'affaire Grégory qui est en train de se passer actuellement. Je révèle tout ça, pourquoi? Pour que les gens aient conscience de la gravité de la chose, parce que certes, quand ça vous arrive pas, et ben vous dites ok, ça va pas m'arriver, il y a rien qui est. Mais le jour où ça vous arrive, déjà vous y attendez pas du tout, et de deux, c'est un mal-être énorme avec du harcèlement, des suivis, des pressions, tout ce que vous voulez, qu'il faut tenir psychologiquement. Et ça, c'est un fait. Et du coup. Et au-delà de la psychologie, Nicolas, je me permets, oui. c'est que on a toute une France contre nous. Oui. À ce moment-là, on a toute une France contre nous. C'est-à-dire que à Maurice, lorsqu'il a révélé, il a cru qu'enfin son enfer allait être terminé. Qu'enfin, en parlant, il allait être libéré, mis en sécurité, et que la justice allait être faite, et que ces méchants ne recommenceraient pas. Cependant, depuis déjà 9 mois, on a eu une justice de pression, une justice de stress, qui n'a jamais été une justice d'accompagnement, qui a été une justice presque de rébellion envers la femme protectrice que j'étais et la mère protectrice que j'étais. Où là aussi j'ai subi quasiment visiblement la même chose que 90% de ces affaires, où ces mères ont souvent été décrites elles-mêmes comme étant la problématique de fond, alors qu'elles ne l'étaient point, pour lesquelles on n'avait qu'une envie, c'était de les séparer de leurs enfants et de les remettre entre les mains de ces pères incestueux ou de cette organisation incestueuse pour leur permettre de continuer à avoir la main mise sur ces enfants. On a même été jusqu'à me faire une analyse psychiatrique auprès d'un expert nommé par la Cour au cours de l'enquête, qui est allé, je dirais, propager et inscrire, donc signer de sa propre main, de sa propre conscience d'homme, au-delà d'être un psychiatre ou médecin, d'aller dire et délivrer des propos que j'aurais dit et que je n'avais jamais dit. D'aller jusqu'à assigner de moi que j'étais quelqu'un de probablement extrêmement dangereux, de prête au passage à l'acte et suicidaire, et que j'étais un danger pour moi-même et pour mon fils, alors que
trentaine d'attestations avaient été faites avant même qu'on découvre, je dirais, ce résultat d'expertise psychiatrique. Avaient été faites par mon entourage, de gens qui me connaissaient depuis 40 ans, ou d'autres d'un peu moins, de 8 ans, de 6 ans. Et ces 30 attestations disaient exactement la même chose de moi, pour les avoir lues qu'en dernier recours. Qu'ils saluaient la force de femme et d'être que j'étais, de la mère attentionnée et accompagnatrice que j'étais, et surtout la femme douce que j'étais. Et en l'occurrence, aucune de ces attestations n'a pu servir le jour du jugement auprès du juge des enfants, puisque ces 30 attestations ont été remises au juge le jour J de l'audience et n'ont pas pu être lues en 10 minutes de délibéré de la part du juge. Donc en fait, plus personne n'avait de réalité ni de poids, d'aide ou d'entraide pour nous, ou pour réveiller ou révéler notre vérité. Et tout avait été orchestré, falsifié, pour que monsieur lui soit lavé de tout soupçon. Alors qu'il faut bien préciser aujourd'hui, ce monsieur, je l'ai quitté il y a déjà 4 ans et demi, parce qu'il était violent verbalement, qu'il était addict à l'alcool, qu'il avait des sautes d'humeur parfois qui étaient totalement irraisonnés, et dans l'irraison, je parlerais même d'irréalité dans son fonctionnement. Il était un but de sa personne, pour pas dire totalement égotique, et il avait finalement, je dirais, dans l'addiction à l'alcool, un véritable besoin de transparaître qu'il était puissant, plus puissant que les autres. Et pour atteindre une certaine névrose, il faut généralement que ce soit accompagné d'une addiction quelconque. Lui a été décrit par un Maurice comme étant quelqu'un qui prenait de la drogue pendant les moments de torture qu'il subissait. Moi, je le connaissais comme quelqu'un d'alcoolique, donc il avait quand même 2 addictions très probantes, qui démontrent en lui une certaine fragilité psychologique ou psychiatrique. Et en l'occurrence, il a été lavé de toute anomalie psychologique par ce même expert psychiatre qui disait de lui qu'il était finalement un homme parfait. Donc je rappelle qu'aujourd'hui, il faut être dans l'addiction pour avoir une certaine névrose, et pour être névrosé, avoir une certaine complication psychologique. Je n'ai aucune addiction, et pourtant c'est à moi qu'on disait avoir des problèmes psychologiques. Oui. Voilà. Et bah, du encore coup, une incohérence. Exactement, encore une incohérence totale. Et encore totale. une fois, le même procédé. Parce que, en fait, la victime qui va déposer plainte contre l'agresseur, et ben en fait, devient la coupable. Alors le coupable, non, parce que je réfute oui, oui. Ce raisonnement-là jusque-là, mais par contre, tu as raison. Ce n'est plus, je dirais, le procès d'une protection pour l'enfant qui est en train de se dérouler. C'est même plus le procès d'une personne que l'on a accusée, avec des dires totalement vérifiés, d'un enfant qui a été entendu, qui a lui-même livré pleinement, je dirais, sa vérité, et qui le livre à travers tous les traumatismes qui sont les siens, la maladie, la souffrance physique, et puis tout ce qu'il a révélé à travers ses phobies et ses peurs de l'autre, à travers les peurs de révéler pleinement, parce que son père lui aurait dit que de toute façon il agirait, si toutefois il parlait, et en l'occurrence certaines menaces aussi vis-à-vis de moi. Donc l'enfant redoublé de sa souffrance et de son isolement va chercher à moi me protéger aussi. Donc à 5 ans et demi, quand on a déjà cette démarche et cette faculté émotionnelle d'aller jusqu'à la protection de la mère, eh bien on peut prétendre qu'il y a du discernement. Et que dans ce discernement, l'enfant qui prétend à sa vérité et qui prétend à une justice qui va l'entendre et le protéger, on s'aperçoit que d'un seul coup, ça devient mon procès. Et on s'intéresse plus à la problématique réelle, qui est celle de comment faire pour que cet enfant aille mieux demain et qu'aujourd'hui il soit en pleine sécurité. Et de quelle manière on va accompagner cette mère qui est là, qui se sent protectrice et pleine de courage pour accompagner cet enfant à aller mieux. Et là, on se retrouve face, effectivement, à un mur d'incompréhension, mais qui est le mur d'un tissage bien ficelé, d'une justice française qui va jusqu'à une corruption réelle. Bon, aujourd'hui, je parle de corruption parce que au bout de 9 mois, en ayant relevé toutes les incohérences de l'affaire et les incohérences encore dites il y a 1 mois par la gendarmerie qui me dit « Mais vous vous rendez compte, cette affaire est tellement compliquée, tellement difficile qu'elle est loin d'être classée ». Et j'ai appris il y a 2 semaines par le procureur de la région de Villefranche que l'affaire était classée. Donc on est dans une incohérence totale du début jusqu'à la fin et on reste, nous, des victimes non entendues,
non cru, c'est ça le pire, hein, c'est non entendu mais non cru, et laissé pour compte. Voilà. Donc j'ai rendez-vous à mon avis en septembre devant de nouveau le juge des enfants, Oui. qui prendra certainement la décision ou de placer Amaury dans un foyer, puisque c'est l'épée Damoclès qu'elle avait mis au-dessus de ma tête, en me disant que si je ne faisais pas tout ce qu'elle me demandait de faire, Amaury serait placé dans un foyer sans que je repasse par la case de son propre bureau, sans que j'ai un mot à dire sur mon propre enfant et sur ma manière de l'élever et de l'éduquer et de l'accompagner. Et visiblement, la seule chose qu'ils avaient à me reprocher, c'était d'être trop fusionnelle avec mon enfant. Et on rappelle quand même que en ces instants d'observation, qui ont été celles du juge qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais rencontrée, qui a écouté certainement, je dirais, les services sociaux qui nous ont rencontrés ensemble que 30 minutes, qui, lors de leur déplacement chez nous, à notre domicile, ont vu Amaury vouloir... Il était dans un cheminement depuis 15 jours, entre la gendarmerie, les médecins experts, l'expertise psychiatrique, où tout le monde lui demandait de révéler ce qu'il avait à révéler. Donc lui, il a pensé que ces deux personnes-là étaient elles aussi là pour l'aider, qu'elle rentrait dans ce processus de justice et qu'il avait besoin de leur dire ce qu'il avait vécu. Et quand elles sont arrivées chez moi, Amaury venait de me faire une révélation, encore un souvenir difficile de ce qu'il avait vécu avec son père. Et en ouvrant la porte et en accueillant ces deux personnes des services sociaux de Villefranche, sur Saône, Amaury leur a dit, il faut vraiment que je vous dise ce que, alors je ne dirai pas le nom de monsieur, mais ce que monsieur m'a fait. Elles lui ont répondu, mais Amaury, nous ne sommes pas là pour ça. Et on demandait à mon enfant de se taire. Et Amaury, frustré dans l'envie que l'on aide ce qui était sa vérité, frustré du fait qu'on lui ait coupé la parole et demandé de se taire, et plongé dans le traumatisme du souvenir qu'il était en train de me révéler avant qu'elles arrivaient, s'était blotti contre moi, sur moi, pendant les 20 minutes d'entretien. Et il a après vaqué à quelques jeux pour libérer cette tension qu'il avait en lui. Mais voilà, j'étais trop fusionnelle avec mon enfant. Parce qu'à ce moment-là du traumatisme, j'ai su être une mère. Oui. C'est grave, hein? C'est très grave. Et en plus, ça n'a pas lieu d'être. C'est tout à fait contre nature. Ben, c'est contre nature de ce qui est prétendu être un service social d'aide à l'enfance et à la protection de la famille. Donc du coup, moi je m'insurge déjà de toute cette ignominie faite volontairement et en dehors de notre propre volonté à nous. Hein, quand on est victime, on nous dit après, oh là là, mais tu devais avoir des failles. Il y en a toujours pour les autres. C'est tellement facile. Mais en fait, il y a tellement un système puissant derrière tout ça que, victime ou pas victime, peut-être vous, derrière votre écran, avez été victime et vous vous en souvenez même pas. Ce qui est mon cas, sauf que mon corps est en souffrance depuis plus de 5 ans. Parce qu'il vit, il réveille ses mémoires traumatiques. Et la seule parole qui est en face de moi pour témoigner ce que j'ai pu vivre, c'est ce que mon fils a vu, lui, parce qu'il s'en souvient. Et c'est vraiment du grand n'importe quoi, tout ça. Ce qu'ils font, ce qu'ils organisent, etc. Parce qu'encore une fois, on voit très clairement que c'est une secte, hein, carrément. C'est une secte privée qui planifie tout avec des gens à des postes clés, bien sûr, hein, dans la justice, dans les aides sociales et tout ça. Et qui en fait... Je crois même que pour avoir eu certaines explications d'un agent de la police en retraite, avec qui j'ai beaucoup conversé de ce qui nous arrivait, il m'avait dit qu'à l'époque, il y a quand même une vingtaine d'années déjà, il était préconisé en fait que l'institution mettrait en place tout ce procédé du procureur jusqu'à l'investigation de la gendarmerie et des services sociaux pour faire barrage à ce type d'affaires-là, pour protéger le gouvernement et protéger plus haut les fonctionnaires qui étaient nos dirigeants. D'accord, oui, donc carrément un retraité dit ça de la police, quoi. Donc ça prouve bien par A plus B que tout est fait pour étouffer les affaires et que personne ne continuer à vouloir contrôler les enfants et abuser d'eux, impunément, derrière notre dos. Tout, bien sûr, entre guillemets, légalement, parce que c'est pas légal, hein, bien sûr. Bah, mais heureusement, mais j'espère bien que personne ne laissera jamais... Non, faut que ce soit illégal dans tous les cas. Et puni par les bonnes lois et les bonnes personnes, surtout les bonnes personnes. Parce que au début, on a beau avoir des bonnes personnes, on se dit on va être aidé, etc. En fait, c'est tout le contraire. On est totalement déçu, on n'a plus confiance en personne et ça devient très
très très négatif, quoi, parce qu'on peut plus savoir à qui se référer pour raconter ça. Complètement. L'étau se resserre, en Et fait, voilà. au fur et à mesure des avancées, qu'elles soient juridiques ou liées à l'enquête. On sent vraiment, on la voit, elle se tisse devant nous, cette incohérence, elle est tissue de fil blanc, elle est tellement, je dirais, mal mensongée, que toute la vérité fait qu'en définitive, ils cachent même plus leurs mensonges. Tout est là. Tout est tellement clair. Tout est tellement abusif, tout est tellement orienté, qu'en définitive, on n'a pas besoin d'être pleinement intelligent. Il suffit un petit peu de clairvoyance et puis de discernement pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et comprendre que notre seule défense, eh bien, c'est nous tous. Simplement nous tous. Tu parles de loi et de bonnes lois, mais les lois, c'est nous qui devons les faire. On doit être un peuple demain qui s'unisse pour faire entendre notre vérité. Et cette vérité-là, elle sera jamais, jamais entendue si on n'est pas tous conscients que nous seuls pouvons faire quelque chose. Voilà. On a élu ces dirigeants, sans le peuple, ces dirigeants sont rien, et le peuple aujourd'hui a les moyens de s'exprimer, sauf que plus personne ne s'exprime. Tout le monde se tapit dans son confort, et surtout veut éviter qu'un jour ça lui arrive. Mais le jour où ça vous arrive, il n'y a plus personne pour vous aider. Et le seul moyen aujourd'hui de créer une notion de justice réelle et une aide véritable lorsque vous vivrez, et je ne vous le souhaite pas, ce genre de situation, eh bien c'est de se réveiller aujourd'hui et de faire en sorte qu'une vraie loi, une vraie justice existe enfin pour nos enfants. Ils ont le droit aussi d'être entendus dans leur vérité. Ils ont le droit d'être défendus. Ils ont le droit qu'on les aime, simplement, et qu'on les respecte. Et il n'y a qu'ensemble qu'on peut faire entendre cette vérité-là. Il n'y a qu'ensemble qu'on peut faire comprendre qu'on a besoin qu'on nous respecte. Je pense que quand on parle d'une vraie loi, finalement, la vraie loi, c'est une loi contre les juges corrompus, parce que c'est vraiment ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui comme loi. C'est qu'aujourd'hui les juges ils trônent vraiment comme des rois dans ce pays, plus haut que les dirigeants politiques, et au final tout est fait non seulement au nom du peuple, mais il faudrait quand même qu'il y ait vraiment une loi contre tous ces juges qui n'appliquent pas la loi, parce que la loi est là pour défendre les enfants, les lois est là pour défendre les citoyens, mais il n'y a aucun juge pour mettre en application ces lois. Exactement. Ça, il faut le dire. Et c'est très important le fait que des juges, des avocats, même des personnes qui sont censées représenter la justice dans la droiture sont impliqués dedans. C'est pourquoi il est extrêmement difficile de trouver un très bon avocat dans ces affaires-là, un très bon juge. Ça se compte sur les doigts d'une main, un très bon juge. Aujourd'hui, il en existe un, c'est un Chilien, il parle espagnol. Il est reconnu international, mais par contre, il a des menaces de mort tous les jours. Voilà, et c'est intolérable. Dans un pays où la France est un pays des droits de l'homme. Enfin, soi-disant, bien sûr. C'est intolérable. Vous avez le moyen de faire ça par votre concentration, par votre manifestation massive de l'intérêt d'aller contre le gouvernement et d'aller pour nos enfants. Et d'aller pour les enfants, carrément. Et c'est à vous que le pouvoir revient. Vous faites les constitutions, vous faites les lois, ce sont juste des représentants, ce ne sont pas des gouvernements. Voilà, c'est à vous que le pouvoir, vous l'avez. Donc, oubliez pas, c'est vous qui êtes les meilleurs à choisir et à juger. Et c'est grâce à vous que des gens comme Séverine ou des autres mamans pourront avoir un gain de cause réel avec de la grosse valeur. Et il n'y a pas mieux que ça pour la justice. Voilà. Et puis je veux rajouter que finalement, ce qui est important, c'est que finalement, il faut aussi soutenir en tout cas ces mamans qui dénoncent. Et elles sont pleines de courage, pleines d'initiatives. Et j'aime en tout cas ces petits mugs, entre autres, que tu peux montrer avec le petit dessin. Je peux aller chercher le petit t-shirt. Voilà, le mug qui est là. Et de pouvoir donc expliquer que on est capable, en tout cas, d'alimenter des associations comme la Croix-Rouge. Et finalement, quand on alimente ça, c'est une façon d'alimenter le diable, parce que finalement, c'est des gens qui ne défendent pas la cause, en tout cas les bonnes causes. C'est une façon,
c'est une arme qui se retourne contre nous en allant vers des associations comme ça. Par contre, quand on va vers une association comme ces mamans qui ont mis en place donc, cette structure, et bien là, on alimente vraiment une cause qui est extrêmement juste et qui nous protège, en tout cas. Voilà, donc ça c'est important. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Et c'est très important de souligner qu'il y a une association, les enfants de la Terre, aux enfants de la Terre. Et alors, il y a un mug, mais il y a aussi des t-shirts, tout plein d'accessoires qui sont disponibles pour aider à financer. Voilà, aider à se financer et représenter l'association. Parce que ce qu'il faut savoir quand même dans ces affaires-là, c'est qu'on nous enfonce financièrement autant que psychologiquement parlant. Aujourd'hui, il faut 3 avocats pour être soutenu. Il faut un avocat de l'enfant, il faut un avocat personnel et souvent un deuxième avocat parce que le premier avocat abandonne. Donc du coup, ce sont des frais qui montent à des sommes aujourd'hui qui ne sont pas convenables à la survie financière d'un couple ou même d'une maman seule. Il faut entendre aussi que lorsqu'une affaire est classée, ce qui est le cas aujourd'hui, on va me redemander de l'argent et un chèque de caution pour pouvoir remettre en œuvre la réouverture d'une enquête. C'est-à-dire qu'il y a toujours un conditionnement à l'argent, sachant qu'aujourd'hui on amoindrit chacune de nos possibilités financières pour nous permettre de ne jamais franchir les étapes qui vont plus loin que cette injustice injuste. Donc du coup, c'est pas pour faire... cette association, elle est créée pour réveiller les cœurs. On a envie, nous, en tant que femmes, de se battre pour cette terre, pour ces enfants, pour nos enfants, pour ce dont on est faite, nous, de cet amour, de cette protection innée qu'on peut avoir envers eux, et pour tout le bien qu'on leur souhaite à nos enfants. Et cette association, elle existe surtout parce qu'Amaurice m'a dit me sauver moi, c'est important, mais il faut sauver tous les autres enfants. Donc on a appelé cette association aux enfants de la Terre, parce que cette Terre, on l'aime, et on veut aimer nos enfants. Et on veut que vous aimiez vos enfants, et que vous les protégiez. Et notre slogan, c'est « Sauvons l'amour et tous pour Amaurice ». Amaurice, il sera le premier peut-être dans cette circonférence de réunion des uns avec les autres, et je l'espère, mais il n'est pas un modèle. Il est simplement une histoire au milieu des autres histoires. Et tous les autres enfants méritent la même liberté que je veux offrir à mon fils. Et je la souhaite pour vos enfants. Et je trouve qu'on va dans une vie très difficile pour eux. Et j'aurais besoin que vos cœurs se réveillent pour vous, pour votre dignité, pour la reconnaissance qui est la vôtre de votre amour pour eux. Et que vous reconnaissiez que demain, leur avenir, si vous ne le prenez pas en main aujourd'hui, sera un avenir détruit, un avenir désillusionné. Et vos enfants n'ont pas mérité ça. Personne ne mérite ça. Et aux enfants de la Terre, c'est une association qui vise à aider toutes les autres victimes, comme nous, qui ont été plongées dans l'isolement ou la peur. Et on les invite à venir nous rejoindre pour témoigner, et puis parce qu'on veut les aider. Et les mugs, les t-shirts, c'est pas pour galvauder une envie de grandir les caisses d'une association. C'est parce qu'on veut pouvoir aider ces femmes à subvenir aux nécessités financières qui seront les leurs demain pour défendre la liberté et la sécurité de leurs enfants et leur permettre de retrouver leurs enfants. Simplement. Et c'est plus qu'important, c'est vital. Oui. Et il faut vraiment que les enfants soient protégés aujourd'hui. C'est plus... Protéger les enfants, c'est protéger la nation. C'est ça. C'est protéger la vie. Oui, la vie. La vie pleinement la vie. C'est protéger en tout cas l'espèce humaine, parce que une espèce, elle disparaît quand elle ne se renouvelle pas. Et quand une espèce est menacée, en tout cas dans sa progéniture, forcément demain sera impactée. Et donc on a besoin de l'entendre, besoin de le comprendre, et on revient donc à cette métaphore vraiment qui est la grenouille avec le scorpion, quand il lui demande de traverser, de monter sur son dos, et elle lui dit mais non, si tu montes sur mon dos, tu vas me piquer. Et il lui dit mais si je te pique, je vais mourir parce que je ne sais pas nager. Et il se trouve que ces scorpions représentent nos politiques, représentent nos dirigeants, industriels, militaires, et qu'au final, ce sont ces mêmes personnes qui au plein milieu de l'étang nous piquent
et on se noie. Il faut être conscient qu'on ne peut pas porter ces gens-là, on ne peut pas avoir ces gens comme représentants, parce que si nous les avons comme représentants, nous allons couler. Et il faut pouvoir justement se débarrasser, en tout cas, de l'imposture qu'ils représentent aujourd'hui dans cette société, parce qu'ils représentent réellement une imposture, et nous avons donc besoin, en tout cas, d'en prendre conscience pour pouvoir se débarrasser d'eux et de libérer nos enfants et de leur apporter la protection qu'ils méritent. Voilà. Oui, et c'est vital aussi pour la démographie. Vital. Oui, et c'est vital pour la démographie. Voilà. Donc voilà, en tout cas, tout ça, c'est... Et puis c'est vital pour chacun d'entre nous. Tout à fait, bien sûr. Chacun d'entre Ah oui, nous. vraiment. Refuser Voilà. tout ce qui va à l'encontre de la vie. Refuser ces vaccins qui sont là pour vous meurtrir. Refuser que l'institution mette en place, dès la rentrée, la sexualité ou l'apprentissage de la sexualité auprès de vos enfants. Soyez libres de leur apporter avec votre équilibre la connaissance de ce qu'est votre amour à vous, de ce qu'est l'amour à travers la belle relation sexuelle. Soyez quand même les gardiens de vos enfants, bon sang. Et pour ça, faites le meilleur exemple. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas briser ces foyers, ces couples, tout ça. Et que finalement, la société est là pour briser tout ça. Et que nous sommes, il ne faut jamais oublier que nous sommes les meilleurs modèles pour nos enfants. Et que ce modèle-là, c'est ce qu'ils vont reproduire. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être conscient que nous devons représenter ce qu'il y a de meilleur. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et si nous ne sommes pas habités par un amour réel, si on est vraiment dans l'inverse, c'est exactement ce que nous allons leur transmettre. Donc il faut vraiment être ces êtres d'amour, de lumière, et eux-mêmes deviendront des êtres d'amour et des êtres de lumière. D'ailleurs, j'avais envie de le dire, voilà. Ça. J'avais envie de dire qu'Amoris vous aime tellement tous qu'il veut vous sauver. Il veut sauver tous les autres enfants, mais ceux qu'il a rencontrés et les autres, parce qu'il a la conscience que ça ne se limite pas uniquement à ce qu'il a vécu lui. Et lui, il vous aime. Alors aimez-vous, aimez vos enfants. Et aimez-nous. Aimons-nous, quoi. Voilà. Et merci. Merci à toi. Merci, Nicolas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.